Amis de l'électroménager, bonsoir. Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, mon sèche-linge a rendu l'âme. J'ai regardé un petit peu ce qu'il avait et manifestement c'est la résistance qui est décédée. Et après quelques recherches, je me suis aperçu qu'il coûtait 76 euros à changer. Bon, c'est un truc qui a à mon avis largement plus de 10 ans. Est-ce que c'est vraiment rentable? Sachant qu'en même temps, à l'époque, c'est un appareil qui consommait beaucoup de courant. Donc je me suis dit, bon, en gros, il a quand même fait son temps, je vais en acheter un autre. Et on a pris un super modèle type top à pompe à chaleur, condensation, qui consomme que dalle, et qui lui, par contre, à mon avis, vivra pas bien longtemps. Mais enfin, bon, maintenant, c'est comme ça. Avant de mettre l'ancien en l'air, j'ai décidé de récupérer tout ce que je pouvais à l'intérieur qui pourrait éventuellement servir. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré, comment réutiliser éventuellement les composants, et aussi si par contre vous voulez un jour réparer votre sèche-linge, comment on peut tester ces composants pour voir s'ils sont bons. Alors, allons-y pour découvrir tout ça. Tout seigneur, tout honneur, on voit ce magnifique moteur qui est vraiment en très bon état et qui pourra sans doute resservir. Alors avant de vous faire une démo de ce moteur, comment on les branche et comment on les teste. Ces moteurs typiquement c'est des moteurs dits synchrones, c'est-à-dire qui tournent grâce à un champ tournant qui est à la fréquence de 50 Hz du secteur, et à la base ils ont 3 bobines qui sont montées soit en étoile soit en triangle, on va dire, on s'en fout. Donc ici c'est 3 fils ici. Et ces systèmes, normalement, ils doivent être alimentés avec 3 phases, et qui donc sont déphasés, soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors bien sûr, le problème là, c'est que ces moteurs, on va les faire tourner en monophasé. Donc ces systèmes-là, et comment il est câblé ici? Il est câblé comme ça, avec un condensateur sur deux phases comme ça. Sachant que là, il y a, on va dire, un commun, et que selon qu'on branche ici ou ici, hein, là on va dire comme ça, soit il tournera dans un sens, soit il tournera dans l'autre. On voit qu'ici, on a les deux phases et qu'il y a un déphasage qui fait tourner cette bobine-là, ou ici, c'est symétrique, si on le fait tourner dans l'autre sens. Alors, attention, hein, tous les moteurs synchro, c'est pas ça, il y a différents modèles, mais ici, c'est typiquement ce genre de système. Alors comment ça se teste ces moteurs-là? Donc bien sûr déjà, faut tester avec ce bien isolé. Ça typiquement c'est le genre de panne, quand on branche l'appareil, ça fait sauter le disjoncteur différentiel, c'est généralement que entre quelque chose ici et la terre, il y a quelque chose, un court-circuit. Alors ça peut être dû à l'humidité, ça peut être dû à un problème d'isolation quelconque. Alors pour tester ça, normalement, il faut un testeur d'isolation ou un mégomètre. Si on n'en a pas, on peut toujours utiliser un ohmmètre, mais honnêtement, c'est pas quand même ce qu'on fait mieux. Enfin bon, au moins avec un ohmmètre, on doit trouver une résistance la plus grande possible entre ici ces bouts-là. Ensuite, on peut tester les enroulements. Alors pour ça, le mieux, c'est quand même de déconnecter ici le condensateur et de tester que entre chaque enroulement, normalement, on doit avoir sensiblement la même résistance. Donc on va mesurer entre celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Bon, entre ces deux-là, normalement c'est la même aussi. Alors, ça dépend, il y a des moteurs pas forcément. Enfin, on va dire généralement c'est comme ça. Donc si ici on a une résistance qui est à peu près constante, on va dire que c'est plutôt bon. Et après il faut tester le condensateur. Donc le condensateur, s'il est à part, faut déjà tester avec un ohmmètre. Normalement l'ohmmètre il va commencer voilà, le condensateur va se charger, ils ne sont pas polarisés. Et derrière on doit avoir une résistance très grande. Et ceci dans les deux sens, et aussi bien sûr tester entre les bornes du condensateur et le boîtier. Si c'est un condensateur métallique, on doit trouver une très grande résistance. Si en plus on dispose d'un capacimètre, c'est encore mieux pour le tester. Donc généralement si tout ça c'est bon, et qu'on le branche comme ça, il doit tourner. Après s'il ne tourne pas, alors ça peut être déjà, faut regarder, faut écouter. Des fois si on entend qu'il ronronne, faut regarder quand même si l'axe tourne bien sûr, hein, s'il n'est pas bloqué. Et voilà en gros le genre de test qu'on peut faire, puis après de le brancher. Un moteur qui tourne comme ça, on voit un moteur synchrone à vide comme ça, il démarre très vite, il fait pas de bruit spécifique, il chauffe pas, il fait pas de trucs comme ça.
Alors regardons pratiquement un petit peu maintenant ce moteur tourner. Alors on va essayer de le faire tourner. Donc là je l'ai câblé pour tourner dans un sens. Je vous ai mis ici un scotch pour qu'on voit le sens de rotation. Alors allons-y. Voilà, on voit qu'il tourne très très bien. Et on voit qu'il tourne dans ce sens-là. Si maintenant je me connecte entre le commun et l'autre branche, et je le remets en route, on voit que maintenant il tourne dans l'autre sens. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, maintenant je tourne un petit peu un coup d'œil à ce moteur. C'est un moteur qui est relativement puissant. Donc on voit un moteur de bonne qualité. Donc ici il y a le fameux condensateur. Donc ça c'est des moteurs, on va dire quelque part, qui sont normalement faits pour tourner sur du triphasé si on veut. Et donc le condensateur ici, qu'on appelle permanent, sert à refaire la phase manquante. Et c'est selon l'ordre justement des phases qui tournent dans un sens ou dans l'autre. Donc ici on trouve la prise de terre. Donc là manifestement c'est monté sur roulement à billes. Alors sur le sèche-linge, d'un côté ça entraînait une hélice qui brassait l'air, et de l'autre côté un système de poulies qui bien sûr était carrément mis autour du tambour, qui faisait donc tourner le linge. On voit que c'est monté sur roulement à billes. Alors il y a une étiquette dessus qui est très intéressante, qui donne le type, la tension, la fréquence, la RPM, donc rotation par minute, il tourne à 2600 tours, consomme 0,9 ampères, 90 watts, et ils mettent quelque chose donc indispensable, là c'est la valeur justement du condensateur. Ils disent qu'il faut un 9 micros, bon là ils ont mis un 10, on peut toujours mettre un petit peu plus, c'est pas la mort, et bon puis d'autres valeurs que je connais pas bien. Donc là typiquement c'est un moteur qu'on peut récupérer. Alors ces moteurs synchrones, c'est des moteurs qui marchent très bien, mais qui n'ont pas énormément de couple au démarrage. Par contre, qui tournent, justement, qui sont synchrones avec la fréquence du secteur de façon très très régulière. Contrairement par exemple aux moteurs universels, les moteurs qu'on va retrouver sur des perceuses, des choses comme ça, les moteurs qu'on déballait, qui eux vont pas avoir une vitesse de rotation constante, mais qui au contraire vont avoir même un couple qui augmente justement en fonction de la charge, ce qui est plutôt bien pour une perceuse ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est typiquement les moteurs qu'on va retrouver dans des pompes ou justement des machines à laver, des choses comme ça qui vont être entraînées généralement via des courroies ou des réducteurs. Donc ça c'est sûr que ce moteur là, on voit il marche très très bien, on peut l'utiliser pour plein de choses. Bon, pour l'instant je sais pas trop à quoi je vais l'utiliser, et ça fait longtemps que j'avais envie de me faire un tour à bois. Donc je pense que si je me tourne une poulie justement de démultiplication, il ferait un candidat assez bien pour un truc comme ça. Donc voilà pour ce moteur. Alors, à part le moteur, qu'est-ce qu'on peut récupérer? On peut récupérer des trucs sympas. Déjà, on va pouvoir récupérer par exemple ça, c'est l'éclairage. Donc on récupère une belle ampoule de 101 et un système de cosse, donc ça qui pourra toujours être utilisé. Ensuite, on va récupérer tout le faisceau de câblage. Alors ça, mine de rien, c'est une vraie mine d'or, parce que c'est du fil assez sympa, assez gros, assez souple. Et il y en a quand même une longueur qui est pas mal, parce que c'est assez gros, un sèche-linge. Donc c'est ce qui reliait à l'intérieur tous les éléments, plus du fil qui a déjà des cosses serties. Donc ça qu'on peut éventuellement récupérer. Ça c'est toujours intéressant, le fil électrique ça sert toujours. Ensuite, alors ça je suis pas sûr que ça peut vraiment être utilisable, mais là par exemple il y a le commutateur de programmation qui fait marcher ici une matrice de diode, et la platine d'affichage, donc a priori là c'est une sorte de registre à décalage, avec un afficheur et des LED. Donc, ça c'est pareil, on peut toujours les dessouder, ça pourra éventuellement resservir. On récupère aussi des bons gros commutateurs de 120 là. Donc ça, ça peut toujours éventuellement servir. Et alors ça c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est des interrupteurs thermiques qu'on appelle aussi des Clixon. Alors Clixon c'est une marque, c'est une marque qui maintenant a été rachetée d'ailleurs par une autre, mais enfin je veux dire, c'est souvent comme ça qu'on les appelle, mais c'est comme Frigidaire, c'est une marque. Alors il y a plusieurs sortes de Clixon.
ça, on va retrouver ça dans beaucoup d'appareils ménagers. Ça sert à deux choses. Ça sert de protection. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a quelque chose qui chauffe trop fort, bah, ça va couper. Et ça peut aussi servir des fois de thermostat. C'est le truc qui va faire ça. Alors, ces clixons, il y en a ici, déjà, on voit deux modèles qui sont très différents. Il y a celui-là, ça c'est un modèle qui s'appelle un réarmement. Et ces deux modèles-là. Alors, les clixons, il faut regarder ce qu'il y a marqué dessus. Déjà, il y en a de deux sortes. Il y en a des normalement ouverts ou des normalement fermés. C'est-à-dire, en fait, est-ce que tant qu'ils sont en dessous du seuil de température, le contact est fait ou pas. Donc ça, bah, il y a les deux modèles. Alors, normalement, c'est marqué dessus. Sur celui-là, c'est pas évident. Enfin, de toute façon, on peut le tester. Hein. Et après, alors, il y a ces modèles-là. Ces modèles-là, il faut les voir comme des disjoncteurs. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'il y a un petit bouton pour le réarmer. Mais s'il saute, ça permet manuellement de le réarmer. Alors des fois, la panne, c'est que ça. Et j'en ai vu des fois partir à la poubelle, alors qu'il suffisait de rappuyer sur le bouton rouge pour que le truc il marche. Alors on voit que c'est cette surface-là qui est thermosensible. Et à l'intérieur, bah, c'est un système de bilame hein, qui est fait pour voir ça. Alors comment ça se teste? C'est très simple. On se met en position beeper, déjà, et bah, on teste entre les deux contacts. Voilà, donc là on voit, ça c'est manifestement des modèles qui sont normalement fermés et qui s'ouvrent si la température est trop chaude. Typiquement c'est des sécurités. Et on voit, celui-là est de la même façon. Alors, on doit avoir bien sûr aussi une isolation totale entre les cosses ici et cette partie-là qui normalement est reliée à la terre. Alors là encore une fois, il faudrait mieux tester ça avec un testeur d'isolation ou un mégomètre, mais si on n'a pas, bah, faut se mettre en position au mètre la plus haute et quand même vérifier que là, normalement, il n'y a aucun courant qui passe. Donc là, par exemple, on peut vérifier, c'est a priori bon. Alors c'est pareil, si jamais on trouve ici quelque chose, ce sera généralement, encore une fois, une panne du style faire sauter le disjoncteur différentiel. Alors pour les tester, pour voir s'il marche, il faut se munir par exemple d'un décapeur thermique. Alors oui, donc une fois qu'on a un décapeur thermique, on va faire en fait le contact dessus, le chauffer. Alors en même temps, si on a la chance d'avoir un thermomètre, on peut le mettre, ce qui permet d'avoir une idée de la température de déclenchement et voir si elle est conforme à ce qui est marqué dessus. Et le faire. Alors bon, là je suis désolé, ça va faire un petit peu de bruit, hein. Le décapeur fait du bruit. Et allons-y pour le chauffage. Là on va à la température qui augmente. Et voilà, donc là ça a coupé le bip. Et quand il va refroidir, bon là je l'ai chauffé, mais en même temps la sonde là où elle est placée, la mesure n'est pas vraiment terrible. Là je vais le refroidir avec une bombe réfrigérante, on va voir qu'il va revenir, le contact va revenir. Bon, voilà, donc là on voit que le contact ici est revenu. Alors ces appareils, ils ont des hystérésis très grands, c'est-à-dire que il y a la différence entre la température de déclenchement et celle où ça revient est assez importante. Alors on va faire le même test maintenant avec le modèle ici à réarmement. Alors allons-y pour ce modèle là. Voilà, on voit qu'à peu près 111 degrés ici il a disjoncté, hein, ce qui correspond d'ailleurs très précisément à la température qui est marquée dessus. Et là il refroidit. Alors lui par contre, on voit que quand il refroidit, pareil, bon, pour gagner un peu de temps, je vais lui mettre un petit coup de bombe réfrigérante ici, qui va le refroidir très rapidement. Et on voit qu'il ne revient pas. La température ici baisse. Voilà. Là on voit que ça baisse et il se réarme pas. Par contre, là on voit que si je rappuie sur le bouton de réarmement, là pour le coup on va voir qu'il va se réenclencher. Et voilà. Il faut appuyer assez fort hein, pour info. On voit que ces modèles-là, ils ont vraiment typiquement ce côté disjoncteur et il faut vraiment intervenir hein, pour pouvoir les remettre, sinon ils se remettront jamais tout seuls. Alors, dernier mot sur ces trucs-là,
Je dis que les tester ici avec un beeper, il faut quand même regarder avec un ohmmètre, il faut que la résistance soit quand même faible. Des fois, ça dépend à combien il se met à biper votre truc, hein, mais il faut quand même des résistances. Normalement, la résistance de contact, hein, ici d'ailleurs si on la met en ohm, normalement elle doit être très très faible quand ils sont mis. Là par exemple, on va mesurer celui-là, on voit qu'on a une résistance de voilà, 0,1 ohm, c'est vraiment très très faible. Donc voilà pour ces fameux cliquetsons. Qui sont intéressants. Alors, en même temps, c'est bien d'en avoir d'avance parce que ça tombe quand même relativement en panne, hein. Enfin, ça dépend. Ceux qui ils marchent en sécurité, pas tellement. Ceux qui marchent en thermostat, ils tombent relativement souvent en panne parce que, bah, à force de commuter tout le temps, des fois, ils marchent pas. Alors, c'est des sécurités. Comme toute sécurité, ça peut être tentant de les court-circuiter ou de les ouvrir. Enfin, ça dépend comment elles sont branchées. C'est bien pour faire des tests, pour essayer. Faire ça en permanence, c'est comme ceux qui remplacent les fusibles par des bouts de cuivre. Ça dépanne sur le moment, mais derrière, le jour où il y a le feu, on met des sécurités, c'est pas pour rien. Et finalement, pour finir cette vidéo qui sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais tant pis, je suis lancé, je continue. Il y avait aussi cette carte de commande. Alors ça, c'est vraiment typique du genre d'électronique qu'on trouve dans l'électroménager. On voit ici la partie alimentation, on voit ici ces petits transformateurs, et ici des relais. Alors des fois c'est des semi-conducteurs, mais très souvent c'est des relais. Ici il y en a probablement un pour chaque sens du moteur et un pour la résistance. Ici le microcontrôleur qui calcule tout le système, et un peu de tripaille autour. Là il y a un système pour faire un bip. Et ici, alors je ne sais pas trop ce que ça commande, ou si ça mesure des capteurs, des choses comme ça. Alors, comment ça se vérifie ça? La première chose déjà, c'est de regarder la lime. Là, on voit que déjà, on retrouve facilement ici le brochage en suivant les pistes. On voit que la lime, il y en a deux. D'ailleurs, on voit bien ici les deux condensateurs et les deux jeux de diodes. A priori, il y a une alimentation 24 volts pour les relais. C'est facile à voir, vu qu'on voit que les relais, c'est des 24 volts. Et on voit ici une alimentation de plus basse tension. Alors, on peut regarder la tension des condensateurs, ça donne un petit peu une idée. Ou s'il y a des composants dont on trouve les datasheets, on peut voir ici l'alimentation. Donc ici, on peut bien sûr tester ça avec le primaire avec un ohmmètre, enfin c'est l'électronique générale. Le brancher, vérifier si les alimes sont bonnes. Si elles ne le sont pas, bien sûr, vérifier les condensateurs, les diodes, hein. Enfin là, on retombe dans de la réparation un peu classique. Après, dans les pannes qui arrivent souvent, si les alimes sont bonnes, ça va être les relais. Alors surtout ceux qui commutent le moteur, hein. Le moteur, c'est une charge inductive. Chaque fois que ça commute, les contacts, ils se bouffent, ils s'usent. Et ça, on peut vérifier les relais. Alors, est-ce qu'on peut tester les relais sans les dessouder? Je dirais généralement oui. Alors pas toujours, hein, mais très souvent, ils sont commandés par des transistors. Si vous avez suivi mes séries de vidéos qui sont à collecteur ouvert, hein, ici vu la tension, il y a des grandes chances. Et ça, le fait d'alimenter les bobines, ça, généralement, c'est sans danger pour le circuit. Enfin bon, pour le risque, on ne le prend pas. Si on n'est pas sûr de soi, on peut toujours les dessouder, mais c'est plus facile pour les tester. Donc là, comment on fait? Là, je prends du 24 volts et on peut les alimenter souvent. On voit ici, c'est les diodes, hein, les diodes de protection des bobines. Eh bien, on va venir se mettre ici en parallèle dessus et on va devrait entendre ici le relais. Alors, allons-y, voilà. On entend bien ici claquer les relais. Voilà. Et donc, ça va permettre déjà de voir que les bobines ne sont pas coupées, mais après on peut très bien tester avec un ohmmètre justement les contacts. Donc si on a un doute après sur un relais, éventuellement on peut le sortir et le réparer. Après, malheureusement on ne trouve pas les schémas, hein, ça c'est vraiment chiant. J'attends avec impatience une loi qui obligerait les constructeurs à mettre les schémas, mais là il n'y a pas. Donc après on voit que c'est des composants standards, donc on peut les mesurer et regarder. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, votre meilleur outil, c'est pas des super oscilloscopes, des analyseurs, des machins, c'est vos yeux. Et généralement, faut regarder, est-ce qu'on voit des condensateurs bombés, est-ce qu'on voit des composants qu'on cramé,
choses qui n'ont pas l'air déjà catholiques. On peut regarder là s'il n'y a pas de piste brûlée. Bon, cette carte là elle marchait, donc je suis sûr qu'elle est bonne, mais enfin voilà, il faut regarder comme ça et après essayer de les réparer. Alors si c'est des composants pas standards, si par exemple c'est le microcontrôleur ici qui est mort, là malheureusement c'est absolument impossible à réparer. On trouve généralement pas cette carte là. À voir après dans chaque cas si c'est plus rentable ou pas de racheter la pièce détachée que de changer l'appareil. Malheureusement souvent c'est fait pour, toujours cette foutue obsolescence. Il s'arrange pour que ce soit pas intéressant de réparer passé un certain âge. Et c'est bien malheureux. Donc voilà pour cette vidéo assez longue consacrée à ce qu'on peut récupérer dans un sèche-linge, voire éventuellement de le réparer, ce qui est une bien meilleure idée que de le foutre à la poubelle, sachant que quand vraiment il arrive en fin de vie, on peut quand même recycler des éléments et ou réparer d'autres appareils avec, ou les détourner pour en faire autre chose. Que Zéphira, Dieu des sèche-linges, vous fasse des draps agréables pour dormir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.